j'ai répondu positivement donc, à l'invitation hein, de présenter donc, un thème. Et lorsque je suis rentré donc, de Nouvelle-Calédonie en janvier et qu'on a évoqué ça, j'ai pensé justement parler un petit peu de la Nouvelle-Calédonie, à la fois comme territoire éloigné, et également surtout de l'emploi, des relations sociales, de la conflictualité, hein, parce qu'on parle souvent de la conflictualité, et de la GRH. Alors pourquoi ce thème? J'ai été en délégation pendant 2 ans. Donc, je suis arrivé en 2012 donc, à l'UBS, donc en DECG donc, à Vannes. Et un soir de septembre, j'ai vu sur Galaxy, le site où on trouve certaines, toute la carrière, hein, ce genre la carrière un peu des enseignants-chercheurs, un poste en délégation donc en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai été jeune, donc j'ai voulu retenter l'expérience en famille. Et je suis parti donc de janvier 2015 à janvier 2017, hein, donc 2 années universitaires donc en Nouvelle-Calédonie, sachant que donc on est sur donc un cycle hein, de janvier à décembre, hein, parce que la période chaude là-bas, c'est novembre-décembre. C'est aussi les fêtes de Noël et beaucoup de personnes rentrent en métropole. Donc on est sur un autre rythme que celui de la métropole. Donc pour exercer les activités pédagogiques, j'ai été principalement pour l'ouverture de l'IUT, donc pour la mise en place d'un IUT en Nouvelle-Calédonie, donc pour former, on va dire, l'élite kanak, hein, c'est le rôle de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, hein, dans le cadre donc, du rééquilibrage, on va en parler, hein, de former donc l'élite mélanisienne. Hein, je peux utiliser donc, alors on parle de kanak, hein, ils revendiquent effectivement la République de Kanaki, voilà, mais les indépendantistes, mais c'est des mélanisiens, océaniens, hein, donc c'est le terme qui est utilisé, même s'ils revendiquent le terme kanak et qui est rentré aussi dans les usages. Donc pour créer un IUT, notamment donc un département, donc, et également faire de la recherche. Donc je terminerai par parler un petit peu de la gestion ressources humaines dans les entreprises donc, en Nouvelle-Calédonie. Et ça a été justement l'objet d'un colloque hein, que j'ai organisé avec mes collègues gestionnaires donc, en Nouvelle-Calédonie. Donc des activités pédagogiques, administratives et de recherche. Donc 2 années extrêmement agréables au soleil pour y travailler. Hein, et j'étais content après de rejoindre mon université donc en janvier 2017. Et je suis donc actuellement directeur de l'Institut de Management à Vannes. Alors le contenu, le contexte c'est quoi? C'est les accords de Matignon de 88, hein, le contexte social. Hein, je vais très rapidement revenir sur un peu l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a un contexte social qui est marqué par les accords de Matignon, hein, qui font suite aux événements donc, au début des années 80. Donc les accords de Matignon qui prévoyaient donc la mise en place donc, de l'indépendance, hein, et donc suivi de l'accord de Nouméa en 98. Hein, donc, qui entamait donc, un processus de décolonisation hein, et la mise en place donc, de rééquilibrage hein, pour réduire donc, les inégalités entre les Européens et donc d'origine européenne, hein, la population d'origine européenne, et également donc, et la population kanak hein, qui vit, vous verrez, en tribu ou hors tribu, donc avec des inégalités plus ou moins fortes. Donc l'objectif c'était de mettre des moyens hein, en place pour former la population kanak, c'est favoriser l'accès à l'emploi de la population kanak. Sur le plan des relations sociales, donc ça c'est 2 points que j'aborderai, la formation et l'accès à l'emploi, pas avec je ne vais pas utiliser des études hein, que j'ai réalisées, mais principalement donc je vous donnerai donc j'apporterai ou j'utiliserai des données hein, qui ont été présentées lors d'un colloque donc à l'université sur le rééquilibrage en août 2016. Les relations sociales sont encore très, très tendues, très conflictuelles, comme on va dire dans beaucoup de territoires d'outre-mer. Hein, alors ça a été relativement pacifié avec la mise en place du Conseil de dialogue social, hein, on verra, et qui a entamé un meilleur dialogue avec différents acteurs, notamment les salariés et les employeurs. Et on terminera donc avec les pratiques de GRH dans les entreprises calédoniennes. Hein, quand je suis arrivé là-bas, même dans l'avion, j'étais à côté d'une sage-femme qui venait, donc une calédonienne,
Caldoche, qui venaient se former. Et quand je lui parlais, j'ai dit, moi je suis enseignant-chercheur en management et gestion ressources humaines. On me dit, oh là là, la GRH, ça se développe. Hein, là, on parle beaucoup de GRH en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des pratiques de GRH? Comment on gère le personnel? Quelles sont les problématiques? Voilà. Donc, moi, j'y allais avec un peu aussi mon regard métropolitain, mais j'ai aussi beaucoup échangé avec des Kanaks. Et on avait notamment un maître de conférence, c'était le premier maître de conférence alors en économie, Kanak, hein, avec qui on pouvait beaucoup échanger. Il y avait un climat de confiance entre nous. Alors là, je reprends justement des diaporamas du colloque sur le rééquilibrage. Donc il y a une politique de rééquilibrage qui a été mise en place à suite donc, des accords de Matignon, confirmés par l'accord de Nouméa. Le texte dit « le passé était le temps de la colonisation ». Donc c'est vraiment... l'enjeu, c'est la décolonisation. Hein. La Nouvelle-Calédonie, c'est encore le seul pays au monde colonisé. D'accord, c'est le seul pays. Donc il y a un processus donc, de décolonisation. Le présent est le temps du partage. Hein. Par le rééquilibrage, l'avenir doit être le temps de l'identité, donc une identité calédonienne. Hein, l'accord ensuite de Nouméa parle de la citoyenneté. Aujourd'hui, ce qui fait débat, c'est justement quelle est la liste des citoyens. Qui sont les citoyens qui vont pouvoir voter donc au référendum d'autodétermination qui doit intervenir donc, en novembre 1998, probablement, mais ils ne sont pas encore entendus sur une date. Et surtout, quels sont les citoyens calédoniens? Parce qu'en brousse, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les listes. Hein, et les jeunes ne font pas la démarche d'aller sur les listes. Donc, tendra à la poursuite du rééquilibrage et à l'accession des Kanaks aux responsabilités dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Et là, ça manque énormément, même dans le secteur, par exemple, DRH. DRH, il n'y a pas un Kanak, alors que les DRH en Nouvelle-Calédonie revendiquent le développement de l'emploi local, parce qu'on appelle l'emploi local là-bas, c'est-à-dire la priorité à l'emploi donc, aux personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie plutôt qu'au métro donc, qui arrivent, à compétences égales, bien évidemment. Priorité donc, de l'emploi local, c'est une loi de 2010 qui a mis ça en place. Mais, peut-être ça, il n'y a pas de DRH Kanak. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études. Donc, un Kanak qui n'est pas venu en métropole aura des difficultés pour devenir DRH, ça s'apprend. Mais il y a quand même des Kanaks. J'avais des étudiants qui disaient « Mais mon frère, il est venu en France, et les contrats à venir, il a un Master 2, il a énormément de mal à trouver un travail. » Donc, je ne parlais pas de discrimination, on parle d'égalité ou d'inégalité entre populations. L'inégalité, c'est un constat. Quand on parle de discrimination, il faut montrer des actes discriminants. Et ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat en Nouvelle-Calédonie, c'est comment favoriser donc, l'égalité, faire un rattrapage à l'égard de la population kanak. Donc, après, mais donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité d'outre-mer. Donc, comme la Polynésie, comme Saint-Barth, Saint-Martin, comme également Wallis et Futuna. Donc, ils ont un statut particulier. Donc, c'est je crois la loi 74 de la Constitution qui prévoit que la réglementation se fait à partir d'une loi organique. C'est pour ça que là, vous avez un titre entier de la loi organique de 1998 et la traduction juridique de l'accord qui est consacré au rééquilibrage et au développement économique, social et culturel de la Nouvelle-Calédonie. D'accord ? Donc depuis ces accords, il y a un long chemin qui a été parcouru avec la mise en place d'institutions. Il y a un Sénat coutumier. Il y a un droit civil, mais un droit coutumier également, parallèlement. D'accord ? Donc là, il y a beaucoup de collègues juristes qui, depuis des années, sont en Nouvelle-Calédonie, sont même des titulaires, d'accord, et qui travaillent aussi avec les institutions. Il faut savoir que, comme je parle de politique, là, qu'il y a donc un gouvernement calédonien. On parle aujourd'hui de gouvernement, ça doit être des professionnels. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont souvent des gens qui sont issus du milieu d'affaires, qui sont au gouvernement et qui font souvent, malheureusement, prévaloir aussi leur intérêt personnel. Mais c'est un gouvernement, donc, et avec un congrès, d'accord. Donc c'est eux qui prennent les lois, qui font les lois, et un Sénat coutumier
qui lui lit les lois aussi et a un rôle un peu de Sénat avec des navettes, hein, afin qu'on tienne compte aussi de la coutume, de la tradition, voilà. Il était juste à côté de l'université de la Nouvelle-Calédonie, un tout nouveau bâtiment, voilà, le Sénat coutumier. Là, c'est comment ça s'appelle, c'est Djibaou, là, c'est le centre Djibaou, là, vous voyez, avec les 8 aires, ça représente les aires, hein, comme en kanak, hein, donc il y a 8 aires, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, hein, mais juste, c'est pas mon domaine, mais juste pour balayer, là, vous avez des grandes dates, hein, donc il y a eu James Cook qui est arrivé à l'île Nou, qui est maintenant Nouville, justement, avec la faculté, donc ils ont colonisé aussi toutes les îles Loyauté, hein, donc ça c'est, donc en installant des missionnaires, hein, qui avaient pour rôle d'évangéliser et aussi voilà, d'évangéliser principalement la population, d'où la robe missionnaire, hein, parce que les femmes étaient nues, ils sont arrivés, ils leur ont dit bah non, c'est pas bien de se dénuer, il faut se vêtir, donc ils leur ont remis aussi les robes missionnaires que vous voyez, qu'elles utilisent, et que nos étudiants aussi, surtout lorsqu'il y avait des événements, aimaient porter, parce que c'est une marque de respect aussi vis-à-vis des personnes voilà, qu'elles côtoient durant ces événements. Donc prise de possession, il y a eu le bagne, hein, bien évidemment, donc on a envoyé des prisonniers à la fois de France, mais également algériens, hein, donc il y a aussi une communauté algérienne. Après il y a eu l'indigénat, donc hein, les Kanaks, on leur a enlevé leurs terres et on les a parqués donc, hein, sur des territoires. Donc ça, c'était un sacrilège, bien évidemment, parce qu'ils sont très attachés donc, à la terre. Il y a eu des récoltes, hein, plus de 200 Kanaks tués. La Seconde Guerre mondiale, donc, qui marque aussi, donc, avec l'arrivée des Américains et qui marque aussi énormément qui a marqué la population, hein, on sent qu'ils ne mangent pas seulement du chewing-gum, ça tout le monde le fait, mais il y a les voitures américaines, voilà, il y a un style américain, on a les loisirs un peu l'américaine, hein, Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, ça a été le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie, avec justement déjà un début d'autonomie, hein, avec ses propres institutions. Voilà, donc centralisation, développement. Il y a eu un développement économique. Ensuite, les partis politiques, hein, et notamment le FLNKS, hein, qui était donc un parti indépendantiste. Au début, il y a eu l'UC, hein, l'Union calédonienne, qui était aussi un parti indépendantiste. Donc plusieurs mouvements politiques dans les années 70. C'était aussi le boom du nickel. Hein, donc une activité florissante, hein, qui était la principale activité donc, de la Nouvelle-Calédonie, voilà, avec une population. Donc la colonisation, c'était une colonisation de peuplement. Hein, ça, il faut bien voir, c'est-à-dire qu'en fonction de l'activité, on envoyait de métropole, hein, l'État prenait la décision d'envoyer donc de la population. Hein, donc l'idée, c'était qu'ils soient majoritaires, on va dire. Hein. Si on avait des personnes, c'est pour être majoritaire et participer aussi aux travaux de la mine. Hein. Donc on envoyait. Alors les métropolitains, c'est surtout été pour la culture du café. Ils ont envoyé davantage de. Pour la mine, c'était principalement les Vietnamiens, les Philippins qui sont partis donc travailler à la mine. Voilà. Dans le BTP, on trouve des Kanaks, des Wallisiens aussi. Voilà, donc une population kanak qui est aujourd'hui minoritaire, hein, par rapport à la fois aux Européens, d'origine européenne, et aussi par rapport aux autres ethnies. Hein, on le verra tout à l'heure, les chiffres du Pacifique notamment. Voilà, donc il y a eu une montée de revendications indépendantistes, hein, dans les années 70-80, et les événements, hein, l'état d'urgence, on a parlé d'état d'urgence il y a quelques mois, là, il y a eu l'état d'urgence, hein, qui a duré avec des événements qui étaient atroces. Et après, il y a eu le pacte trentenaire avec ce que je viens de parler, hein, l'accord de Matignon, la mort de Djibaou qui a été assassiné par un des siens, hein, je crois que c'était un pasteur, hein, et l'accord de Nouméa du 5 mai. Donc, là, deux petits mots sur la culture quand même. Donc, il y a une culture traditionnelle kanak, hein, un attachement à la terre, avec aussi donc une organisation en conflit, hein, avec des grands chefs et des petits chefs. Donc, les Kanaks vivent en tribu, hein, c'est un peuple tribal, avec des clans, hein, dirigés par des petits chefs. Et des petits chefs, c'est héréditaire. Hein.
c'est un des fils qui devient petit chef. Moi, j'avais des étudiants, un étudiant qui ça allait vraiment pas bien. Il nous a dit, bah voilà, moi je veux pas retourner à la tribu. Hein, on a certains parce que voilà, je veux être chef et je veux être petit chef et je veux pas l'être. Hein. Voilà, il y a la récolte de l'igname qui correspond aussi à l'arrivée des baleines vers août. Donc il y a des célébrations. Voilà. Donc la coutume est quelque chose d'extrêmement importante, hein. Ils y passent beaucoup de temps, ils arrêtent le travail aussi, on parlera d'emploi, hein, pour se consacrer donc à la coutume, qui est un échange, hein, qui est une forme de don, hein, qui permet aussi d'élargir aussi son pouvoir, hein, parce qu'on échange avec d'autres tribus, d'autres clans, hein, ce qui permet d'élargir son pouvoir. Voilà, là vous avez un exemple de cas. Alors il ne faut pas les prendre en photo, hein, c'est mal vu, il y a un touriste qui s'est fait le bras. Là, j'ai vivant était dans la voiture. Là, c'est les danses. Alors, on ne sait plus hein, la danse, si c'est calédonien, si c'est l'île de Pâques, si c'est... hein, parce qu'on a malheureusement des traditions kanak qui sont... disons, une culture kanak qui est minorée par rapport à d'autres traditions du Pacifique, par exemple tahitienne. Vous avez les bateaux qui arrivent, les Australiens qui arrivent à Nouméa, hein, et qu'est-ce qu'on met? On met des danses tahitiennes. D'accord? On ne met pas la danse kanak. D'accord? Parce que tahitien, ça évoque le Pacifique. Bon. Nos étudiants, ils ont appelé O'Hara la nom de promo. Parce qu'il y avait un tahitien, ça veut dire, je crois de la famille, qui avait décidé de la promo d'utiliser ce terme. Et les Kanaks ont dit oui, parce qu'ils disent souvent oui. Alors que, pourquoi hein, une première promo donc, de Mélanésiens, grande majorité Mélanésiens, on utilise le terme Kanak. On utilise un terme polynésien, excusez-moi. Alors, avec géographie, hein, c'est une collectivité d'outre-mer, on l'a dit, 18 000 km donc de la métropole, 22 heures de vol au plus court, proximité de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, donc une superficie totale 18 000 m², donc la Grande Terre, c'est à peu près 400... Alors vous voyez hein, l'échelle de la métropole, hein, ce que ça donne, donc avec donc la Grande Terre et à côté les îles Loyauté, hein, donc 3 îles Loyauté, Ouvéa, hein, Lifou et Maré. Donc Nouméa, alors on a 170 000 habitants à peu près en Nouvelle-Calédonie, les chiffres exacts, 180, 170 000 je crois, et on a 100 000 à Nouméa. Donc Nouméa, c'est très enclavé, hein, c'est vraiment dans le sud. Donc les logements ils sont très chers, beaucoup de Mélanésiens ne peuvent pas y vivre, hein, donc on trouve principalement voilà, des métros ou des caldoches. Hein, donc. Alors quand je dis caldoches, hein, ce sont les descendants souvent de bagnards hein, qui sont installés parce que les bagnards, ils avaient ensuite, on leur donnait des terres, hein, une fois qu'ils avaient fait leur peine, ils devaient rester, c'était la double peine, ils devaient rester en Nouvelle-Calédonie et exploiter les terres, d'accord, qui avaient été concédées par les Kanaks. Hein. C'est l'État qui redistribuait les terres. Et donc on en retrouve sur tout le territoire hein, ce qu'on appelle donc des caldoches. C'est des descendants principalement de bagnards. Alors il y a un métissage extrêmement fort hein, en Nouvelle-Calédonie. Et le Grand Nouméa qui va jusqu'à Doumbéa et qui descend jusqu'au Mont d'Or, un peu plus dans le sud. Hein, donc ça forme le Grand Nouméa. Et après c'est la brousse. En dehors de ça, c'est la brousse. Alors la brousse, il n'y a pas besoin d'avoir un gros 4x4, hein, un RAM comme ils en font là-bas. On peut circuler des routes hein, avec une petite voiture, on peut aller à peu près partout, sauf quand il pleut. À ce moment-là, il y a les radis qui sont inondés et on ne peut pas passer, mais ça passe pas. Donc il y a des richesses naturelles extrêmement importantes. Hein. Nouvelle-Calédonie, c'est une deuxième réserve mondiale de nickel. Hein. 11% des réserves, après l'Australie. Hein. Il y a le bois de santal. Donc là, il y a quelques exploitations relativement artisanales hein, qui exploitent le bois de santal, qui font de l'huile de santal pour le parfum. Il y a la pêche également, et le thon, par exemple. Et vous avez l'élevage de crevettes. Hein. Ifremer, qui s'est installé là-bas, a développé une espèce de crevette hein, qui vit dans une eau relativement saumâtre, hein, dans le nord, et ils exportent énormément. Donc ce qui exporte le plus, c'est le thon. Hein, vers le Japon, et les crevettes. Hein. Je préfère les crevettes bretonnes, hein, vraiment. Mais bon. Alors, en plus, il y a une saison, sinon après, on a la crevette congelée. Voilà. Donc, il y a deux provinces, province nord, province sud. D'accord.
Et les îles de Loyauté et l'île des Pins, un petit paradis ici, mais bon, Lifou, c'est plus grand que la Martinique, Lifou. Hein, donc Lifou, c'est vraiment une île qui est superbe. Après, Ouvéa, c'est tout petit, et Marais également. Marais, il y a beaucoup d'avocats, par exemple. Hein, là, c'est la culture de l'avocat. On a des avocats venant de Marais qui sont très bons. Alors, Colcofoto, si vous voulez, sur le Grand Sud, donc, vous voyez, c'est la terre rouge, hein, c'est la terre du nickel. Hein, là, c'est dans un bois, il y a un parc où on peut faire du vélo. Hein, là, voilà, on voit bien la terre rouge, hein, chargée de fer. Hein, là, c'est la côte Est. Alors, c'est quand on traverse, hein, il y a 4 routes transversales. Sinon, il y a une route à l'Est et une route à l'Est. Et après, des routes transversales pour aller de l'Ouest à l'Est et ainsi de suite. Là, donc, de la végétation. Là, on arrive sur la côte Est. D'accord. Là, c'est la côte Est, c'est un peu ça. Donc, vous avez toute une route avec des tribus hein, qui habitent hein, le long, là. Là, on est dans le nord. Dans le nord, c'est aussi aride. Là, c'est dans le nord, à côté de l'usine KNS. C'est une usine de nickel, d'exploitation de nickel, hein, Kognan-Beau-Nickel. Donc, un consortium avec des Japonais, avec une grosse usine. Et vraiment, le nord, qui est très indépendantiste, très attaché à cette usine, hein, pour son projet qui est l'indépendance. D'accord ? Donc le Nord est un retard par rapport au Sud, parce que c'est Nouméa, mais évidemment, toute l'activité économique se fait à Nouméa, mais là, il souhaite, et on voit bien ici, c'est le nickel après qui redescend. Hein. Alors c'est évident que c'est né d'un nature, hein, les paysages, et ça pollue aussi, hein, parce que, alors là, ils ont un système, si je ne me trompe pas, ça doit être à l'acide. Hein. Donc voilà, c'est des bains d'acide. Il y en a une autre qui est juste à côté de Nouméa. Et cette usine-là, la SLN, hein, du groupe Eramet, elle pollue parce qu'elle a une centrale à charbon. Tous les semaines, on est obligé de passer le balai sur la terrasse parce qu'il y a cette noire, hein, il y a une couche de nickel, de poussière hein, qui retombe systématiquement. Il y a des lâchers de soufre. Voilà. Donc Nouméa est relativement polluée. Et vous avez une autre vallée, hein, qui est un groupe brésilien, qui a l'usine donc, qui est dans le sud, hein, sud de la Nouvelle-Calédonie. C'est une usine énorme hein, avec pareil des bains d'acide. Donc on trouve des étangs roses, hein, qui sont. Alors après il y a des pollutions peut-être, mais bon. Là on se retrouve dans le nord. Là, c'est vraiment nord-nord hein, qu'une photo que j'ai prise avec. On voit les lagons. Hein, donc c'est pas désagréable. Alors, rentrons là dans la population. Alors la population kanak, vous voyez hein, le tableau, recensement de 2014. Donc là, j'ai repris des données qui étaient diffusées donc en 2015 notamment, surtout, on avait dit aux gens de l'ISEE, attention, il faut produire rapidement des données pour le colloque. Hein, vous voyez, donc les Européens, Indonésiens, les Kanaks. Hein. Donc les Kanaks représentent 39% de la population. À peu près, on disait, voilà, 40%. Hein, ils nous ont donné qu'ils représentent 39%. Vous voyez qu'en 89, hein, ils étaient à 44%. Donc, ils représentent plus que 39%. Avec, donc, on retrouve ici, les Tahitiens sont relativement peu nombreux, hein, d'accord ? C'est des ethnies, des communautés peu nombreuses. Hein, donc, quand on rajoute plusieurs communautés, ça fait 8-6. La communauté calédonienne, hein, donc c'est les citoyens calédoniens, donc résidents calédoniens. Hein, normalement, c'est avant l'accord de Nouméa. Hein, ils représentent 7,4%. Voilà. Et il y a même certains qui se déclarent dans deux catégories. Vous voyez, la difficulté de faire les enquêtes là-bas. Il y a toujours des chiffres montrant que ils sont dans deux catégories. C'est pas évident de faire des recensements là-bas. On a l'INSEE et l'ISEE, l'Institut de statistique économique. C'est quoi? C'est 10 personnes, ça, c'est des petites structures hein, à l'échelle. L'agglomération de Lorient, c'est combien? C'est 225 000, Nouvelle-Calédonie, 170 000. Donc vous voyez, hein, on doit trouver donc, tous les services, hein, bureaucratie et autres, pour une population extrêmement petite. Et on va retourner. Alors ça, c'est important aussi, c'est que les Kanaks, hein, population kanak, est relativement jeune. Vous voyez, plus jeune que l'ensemble de la population. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi, hein, pour montrer que
population à former, d'accord, si on a envie qu'elle prenne en main le pays. Hein. Et ça, c'est l'objectif. Alors, il y a une activité, hein, j'ai déjà un petit peu parlé, qui était florissante. Bon, je suis arrivé en 2015, depuis déjà 2013, voilà, il y avait des difficultés. Ils ont eu des taux de croissance à 2 chiffres, et à partir de 2010, hein, il y a eu un ralentissement du fait simplement de la baisse hein, du cours du nickel. Hein. C'est le cours du nickel là-bas qui est un élément important de développement économique. Pourquoi? Parce que le nickel, si le cours est important, bah, il y a des investisseurs. L'investissement, donc c'est des travaux, hein, c'est des usines à construire. C'est également de l'activité avec les rouleurs. Hein. Il y a beaucoup de Kanaks. On a développé l'entrepreneuriat avec, en leur achetant donc des camions défiscalisés. Ils ont une activité de rouleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils transportent le minerai hein, jusqu'au port. Hein, et voilà, donc ça génère donc de l'activité. Donc voilà, première activité, c'est le nickel. Quand le cours du nickel est élevé, ben, tout va bien, il y a des investissements. Le nickel, le traitement du nickel, hein, il faut savoir, c'est plus compliqué que le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Hein. Traiter donc, la latérite hein, et en faire donc, du nickel, des petites billes. Hein. Le nickel, c'est pour faire de l'inox, hein, d'accord. Vous avez du nickel partout, hein, sur toutes les pièces qui sont inoxydables. C'est très, très, très compliqué. Donc, c'est à chaque fois, on entend de l'actualité, l'usine ne marche pas, elle n'a pas les rendements. Bon. Donc, c'est quelque chose parce que c'est un processus extrêmement à la fois coûteux, d'accord, et compliqué donc, à maîtriser. Donc un tissu économique après composé essentiellement de PME qui sont pour la plupart situés à Nouméa hein, ou dans les environs proches, donc le Grand Nouméa jusqu'à Doumbéa. C'est simple à en tenir, il y a 100 entreprises de plus de 100 salariés. D'accord? Donc vous voyez que c'est relativement petit en termes d'activité économique. Voilà, le secteur florissant, c'est le BTP, c'est le secteur Donc le BTP, pourquoi? Parce qu'il y a de la défiscalisation aussi, hein, d'accord? Donc l'investissement là-bas, il y a des capitaux métropolitains qui sont investis là-bas pour la défiscalisation, de la location, d'accord? Donc des revenus défiscalisés. Donc on a une économie financière artificielle, hein, une économie relativement artificielle en Nouvelle-Calédonie. Ça repose sur pas grand-chose, sachant que les entreprises qui exploitent là-bas le nickel ne reversent pas d'impôts. C'est exempté d'impôts, d'accord? Ça crée de l'activité et du revenu, bien évidemment. Hein, ça crée de l'activité et de l'emploi et des revenus. Il y a une forme de redistribution, hein, mais ça n'apporte pas d'impôts, d'accord? Sachant que les impôts aussi là-bas sont relativement faibles. Hein, c'est principalement l'État français qui finance quand même hein, les services publics. Donc, secteur du commerce, l'agriculture, la pêche, j'ai parlé des crevettes. Secteur du tourisme. Alors, secteur du tourisme, c'est peu développé en fin de compte. Hein. Il y a les grands hôtels de Nouvelle-Calédonie, il y a le Sheraton, mais c'est relativement peu développé. Donc là, il y a des marges de progrès vraiment importantes hein, sur ces secteurs. Alors oui, l'emploi, il a, de 2017, hein, alors il se situe, donc si on prend ici déclaration d'emploi, hein, en fin de mois, brut, ou donc avec les variations, en tenant compte donc, des variations saisonnières, voilà, à partir, on voit alors ça va jusqu'à 2017, hein, mais l'emploi voilà, tend à développer, même s'il y a une petite baisse plus récente à partir de 2016. Donc là, on voit les années à peu près de crise. Hein, voilà. Donc on voit plutôt une embellie, donc c'est plutôt positif pour l'emploi, même si elle inquiète. Il n'y a pas de taux de chômage en Nouvelle-Calédonie, ils ne calculent pas un taux de chômage. Il y a des demandeurs d'emploi, ils ont des chiffres, mais ils ne calculent pas le taux de chômage. Alors vous verrez que ces chiffres, hein, c'est des dizaines, mais ça ne mesure pas en centaines ou en milliers comme en métropole. Alors je vais parler de la formation, en reprenant hein, quelques éléments du colloque justement sur le rééquilibrage dans la formation. C'est un colloque qui était organisé par Catherine Ries hein, et Samuel Gorouna, donc professeur d'université en sciences économie, et Samuel Gorouna, donc un maître de conférence donc en économie donc à l'UNC. Donc à la demande du gouvernement, hein, donc à l'approche du référendum, il leur avait demandé de faire un état des lieux un petit peu de la situation en matière de formation et d'emploi
Hein. Et donc, ce qui a été fait relativement brillamment, avec aussi différents partenaires, qui étaient l'ISE, l'IDCNC. Donc, au niveau des structures, là-bas, il y a une direction du travail et de l'emploi de Nouvelle-Calédonie. Il y a, alors je ne vais pas l'ISE, mais ce qui est équivalent à l'INSEE. Il y a également la DFPC, la direction de la formation professionnelle, qui fait la formation, qui assure donc, ou qui essaye d'organiser donc la formation. Et vous avez également une autre structure, l'IDCNC, qui essaye de faire un genre de GPEC territorial. D'accord, qu'on font ici, alors ça se perd un peu la GPEC territoriale, mais les missions locales avaient ce rôle-là. Bon, l'IDCNC, donc c'est un rôle GPEC. Mais bon, toujours le manque de moyens fait qu'on a une grande ambition. L'idée, c'était d'identifier déjà quels étaient les besoins d'emploi pour mettre en place ensuite des formations. Mais ça bouge tellement. C'est que le temps qu'ils exploitent, ils mettent 1 an ou 2 ans pour exploiter une enquête, qu'ils disent là, il y a des besoins et c'est déjà trop tard. Et c'est aussi que les entreprises ne savent pas quels sont leurs besoins. On le verra un petit peu après, les entreprises ont du mal à identifier leurs besoins parce que ce sont des PME. D'accord ? Et on a aussi des besoins qui sont extrêmement réduits. On me faisait travailler sur un projet de licence professionnelle, mais après, alors, on faisait une étude des besoins, et ainsi de suite, et on se rendait compte qu'en fin de compte, non, on prenait un risque important, d'accord, et que si on lançait, il fallait peut-être lancer 1 an, 2 ans, mais après, il n'y avait plus de vivier. D'accord ? On avait satisfait le besoin. Donc c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Alors, il faut savoir que là-bas, l'éducation nationale est relativement critiquée. On est un système qui ne marche pas. D'accord ? Éducation nationale, alors je ne suis pas éducation nationale enseignement supérieur, mais même enseignement supérieur, on est la même maison, on va dire, ça ne marche pas. D'accord ? Une critique. Vous générez du décrochage, donc on trouve beaucoup de jeunes canaques qui font de la délinquance, parce qu'on estime que c'est la faute du système scolaire, élitiste. D'accord ? Alors on regarde du côté un peu là-bas australien, c'est le système australien qu'il faut mettre en place, mais personne ne le met en place, parce que, alors qu'il pourrait le faire, parce qu'aujourd'hui là-bas il y a un vice-rectorat. Il y a une délégation à l'enseignement supérieur, à l'enseignement secondaire, pardon. Il y a eu un transfert de compétences donc, de l'école à la Nouvelle-Calédonie, mais il continue malgré tout à accueillir des enseignants là-bas. Alors ils ont aussi leurs propres enseignants, mais des enseignants là-bas, parce que c'est l'État français qui paye. Simplement. On critique, mais on continue à accueillir parce que c'est l'État français qui paye. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais bon. Si on prend la formation, alors c'est les entreprises qui payent la formation. En France, vous savez que les entreprises payent 2,5% de la masse salariale. Là-bas, on est à 0,7%. Donc, elles reversent tous les ans de plus de 10 salariés, d'accord, 0,7% de la masse salariale. Bon, c'est pas très élevé. Donc elle reverse à la DFPC, qui après organise donc des formations. Ils ont mis en place, parce qu'ils ont vu ça en Polynésie, un fonds d'assurance formation, un peu comme les OPTCA, je ne sais pas si vous connaissez les OPCA, les organismes collecteurs de l'apprentissage, donc des taxes. Ils ont mis en place un fonds d'assurance formation. Alors c'était tout un débat, c'est la loi de 2014, mais je crois qu'il a été mis au 1er janvier 2017, mais je ne suis pas certain si la CAFAT, qui récupère donc les cotisations, perçoit déjà ces 0,2%. D'accord ? Elle devait faire une avance. Bon, 0,2% de la masse salariale pour financer la formation des entreprises de moins de 10. Que si vous êtes dans une entreprise de moins de 10, elle ne paye pas et elle ne bénéficie pas, d'accord, financement de la formation. Donc c'est un système un peu inégalitaire, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises de moins de 10. Donc ils ont mis en place, notamment donc la CGPME, donc le président de la CGPME, a été initiative de ce fonds d'assurance formation. Je ne sais pas, ça ne va pas tout résoudre la formation parce que très souvent c'est utilisé pour vraiment des formations caristes. Vous voyez, c'est de l'adaptation au poste, c'est pas de développement de compétences, mais bon. Juste quelques établissements de formation. Vous avez alors le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a sa propre structure de formation qui est l'établissement de ce qu'on appelle le FPA. Vous avez nos bâtiments juste à côté de nous. Vous avez le CNAM aussi qui est présent là-bas avec le CNAM ASEST. C'est ASTES, donc c'était une association calédonienne pour accueillir le CNAM. Vous avez le RSMA, c'est le régime militaire adapté qui est présent et qui forme aussi les jeunes, surtout en termes de savoir-être.
d'accord. Donc il y a un rôle important en termes de savoir-être. J'avais des étudiants qui ont quitté, qui ont été au RSMA, alors qu'ils avaient un très bon niveau, mais bon, c'est le choix, c'est très apprécié. Et après, vous avez différents CFA, vous avez tous les lycées d'enseignement, et vous avez l'UNC, donc l'Université de Nouvelle-Calédonie, l'ESP qui est l'équivalent des maintenant c'est plus les UFM, c'est les SP, qui forment les professeurs, et vous avez donc l'IUT aussi, un nouvel outil, qui a été mis en place avec le soutien des entreprises, des syndicats, MEDEF et des GPME. Alors, dispositif collectif de la Nouvelle-Calédonie, vous en avez quelques-uns ici, vous voyez, c'est l'apprentissage. Et après, des fonds, ils ont ce qu'on appelle des fonds structurels ou des fonds conjoncturels pour former. Et on le retrouve par exemple dans le bâtiment. Alors c'est simple, ils ont des projets, ils forment les gens, et une fois qu'ils n'ont plus besoin, le Kanak repart dans sa tribu, donc il n'y a pas de chômage en fin de compte. D'accord ? Il ne va pas pointer, bon, il n'a plus besoin de lui, il repart dans sa tribu. Donc c'est sans cesse, donc il y a une mauvaise gestion, de toute façon, de la formation, c'est évident. Voilà, donc on a des systèmes qui ne sont vraiment pas performants. Les entreprises ne payent pas, de toute façon, c'est la DFPC qui finance ces dispositifs. On a des dispositifs après individuels, la Nouvelle-Calédonie. Donc on a les jeunes qui ont le bac. On une offre relativement réduite de poursuite de formation. Et donc ils peuvent aller bénéficier de différents dispositifs. Une bourse territoriale pour aller faire des formations en métropole, par exemple. Il y a la mobilité Québec. Vous voyez, un peu critique du système métropolitain, donc on les envoie à Québec, il y en a beaucoup. Dans le domaine de la comptabilité, par exemple, ils vont souvent à Québec. Et il y a aussi les mobilités métropoles. D'accord ? Il y a aussi ce qu'on appelle les plans cadres avenir, qui concernent là des salariés qui peuvent aller en métropole. Alors, tout frais pris en charge, la famille, l'hébergement et aussi le transport donc, de la famille pour faire des formations. Tout le monde ne revient pas. Et ça, c'est un des soucis. Il n'y a pas véritablement de mesure. Il n'y a pas de... C'est assez incroyable, c'est qu'on paye pour ensuite former des Calédoniens et qui participent au développement de leur pays. Mais il y en a, moi j'estime à 70%, je ne vais pas compter, mais dans les entretiens, on peut estimer à peu près 70% de personnes qui reviennent. Ils trouvent la France dépaysante, comme nous on trouve leur pays dépaysant, et ils s'installent, ils ont une vie après aussi amoureuse, et voilà, ils font des unions, et ils restent aussi, ils se plaisent aussi en France, bien évidemment. Voilà, ici vous avez quelques chiffres. On peut voir aussi les secteurs qui sont plus concernés, c'est le commerce beaucoup, parce qu'il y a une activité d'importation qui est extrêmement importante. Les importateurs ont un pouvoir important et ce qui fait aussi du mal souvent à la production, parce que la production on produit sur un tout petit pays, donc c'est tout petit territoire, donc c'est très très coûteux. Et même s'ils essayent d'exporter, c'est très difficile, avec des règles de sanitaire compliquées dans le Pacifique, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc c'est relativement compliqué. Vous avez des groupes dans le domaine de la distribution, qui sont des groupes, notamment il y a un groupe antillais qui est très très présent dans tous les secteurs, automobile, grande distribution, voilà. Après vous avez des groupes plus calédoniens, type Baland, qui sont également présents. Donc, commerce, c'est important. Après, le bâtiment, je l'ai expliqué. L'hôtellerie-restauration, qui est un secteur aussi en développement et qui forme son personnel. Voilà. Là, c'est un secteur aussi important, l'installation et la maintenance. Mais évidemment, on est loin de tout, donc il faut réparer. Il faut des personnes la maintenance. La santé, il y a encore un nouvel hôpital qui s'est installé, hyper moderne. Donc la santé, ce sont des secteurs importants. Je passe rapidement. Alors, le rattrapage, il est en cours. Et il concerne donc, le rattrapage dans le domaine de la formation, et il concerne notamment les jeunes Kanaks. Donc là, vous voyez par exemple... vous voyez tout d'abord qu'on parle de Kanak. Tribu hors tribu. Donc, ça ne vous choque pas? En France, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. D'accord? On ne dit pas, moi, les Chinois, les Noirs, les Beurs, ainsi de suite. D'accord? On n'a pas le droit de faire des statistiques. C'est un principe d'égalité. D'accord? On ne doit pas montrer de différence, mettre en évidence les différences. Compte tenu du contexte calédonien et aussi de sa situation, d'accord, vers l'indépendance, on a besoin d'avoir, parce qu'on parle de rattrapage, rattrapage c'est parce qu'il y a des inégalités et il va falloir combler ces inégalités. Donc là, il y a une autorisation, il y a un cadre exceptionnel qui permet de construire des statistiques ethniques. D'accord? C'est pour ça. Et là, on distingue le Kanak en tribu.
Le Kanak en tribu, c'est souvent dans la brousse, qui lui, bien évidemment, a moins accès au transport, moins accès à la formation. Et vous avez à côté de ça le Kanak hors tribu, qui est lui plus proche des grandes villes, des lieux de formation. Donc on voit très clairement. Donc ici on a l'ensemble, on a les Kanaks hors tribu. Alors, donc c'est la part des individus de 24-25 ans, un lieu de résidence, une naissance, qui dispose d'un CAP, attention, d'un CAP. Donc ça, on voit que les Kanaks effectivement en tribu sont plus nombreux à avoir des CAP, d'accord, alors que là, on voit par exemple que le baccalauréat, ils sont beaucoup moins nombreux, d'accord. Et là, on voit que c'est au contraire les Kanaks hors tribu, d'accord, qui sont plus diplômés. Voire, alors les Kanaks hors tribu, les autres natifs également, qui sont plus diplômés. Si on prend ici, par exemple, alors le diplôme, mais on va passer directement réparti par niveau de diplôme. Alors, non. Voilà, par niveau de diplôme, si on prend par exemple, alors je vais directement aller là, et là c'est criant, vous voyez donc le sud, donc on prend par exemple le bac, ils sont 10% à avoir le bac, dans le nord ils sont plus que 6, et sur les îles Loyauté ils sont à peu près 6, donc il n'y a pas de grosses différences. Donc les sans diplômes, vous voyez dans le nord, 39%, c'est extrêmement important, on retrouve encore plus de sans diplômes sur les îles. Voilà. Et après, on trouve en vert clair là, les bacs. C'est du 4, vous voyez, 4, 5. Donc là, ça veut dire qu'il y a une inégalité aussi géographique qui est à combler. Et il y a un début, notamment de résolution du problème, avec l'installation de l'université. Ça, c'est un projet, lorsque le ministre donc a donné priorité au rééquilibrage, et notamment en installant des antennes donc, de l'UNC, de l'université, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, à Koné. Vous voyez, l'université participe vraiment à rééquilibrage. Donc répartition unique par niveau de diplôme. Par exemple, ici, les bacs techniques, on trouve que les Kanaks sont 38%, les autres 11%. 33% des Européens. Bon. Mais dès qu'on monte après en niveau diplôme, vous voyez que c'est les Européens, c'est le bleu qui est très clair, qui augmente. Une diminution, donc vous voyez bien une inégalité, plus le monde a les diplômes, et plus on voit que les Kanaks sont moins représentés. Là, c'est les écarts, ce qu'on voit, donc 25% d'écart, par exemple, pour les diplômés de l'enseignement supérieur, entre les Kanaks et les non-Kanaks, donc principalement les Européens, c'est-à-dire les Caldoches, qui sont présents là-bas. Voilà pour la formation. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de réduction d'inégalités, et c'est un enjeu important. Voilà. Pour le développement du pays et également pour le destin commun, parce que c'est l'enjeu, c'est ce que recherche tout le monde, c'est construire donc un destin commun. Alors l'emploi. Donc là vous avez une carte avec effectivement des zones d'emploi, ce qu'on appelle le PKP, ici, toute cette zone-là, donc Point-Bout de Koné et Koumak, PKP, une grosse zone. Ici, on retrouve la zone de Bourail, voilà, limite de la province sud, et ici, Nouméa, et le Grand Nouméa. Alors, il y a des disparités interprovinciales, on l'a vu au niveau de la formation, mais également donc, au niveau de l'emploi. Donc avec ici on voit par exemple donc le sud, donc avec des taux d'emploi qui sont importants, donc des écarts extrêmement importants entre les îles Loyauté, ici donc le nord, et ici le sud, et là la moyenne en Nouvelle-Calédonie, mais avec une réduction quand même des disparités. Alors, c'est dû à quoi? Je vais expliquer aussi à l'installation des usines, pas seulement à Nouméa, dans le sud, mais aussi dans le nord, la grosse usine du nord, la plus moderne, la plus récente, mais qui ne fonctionne pas encore à plein. Et donc, lorsque j'étais en
en 2016, donc avec la baisse du cours du nickel, les investissements australiens se retiraient. Il y a un grand investisseur australien qui s'était retiré. Et là, il y avait des craintes énormes pour les jeunes qui se sont formés, sont partis en métropole pour se former au métier de la mine ou au Québec, et qui sont revenus croyant que ça leur permette de financer l'indépendance, en tout cas de développer donc, le pays, et qui voient des grands investisseurs se retirer. Donc c'est très, 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 très dur. Voilà, forte progression du taux d'emploi de la population kanak. Voilà, je passe assez vite. Donc des disparités d'emploi qui se résorbent, on le voit. Bon. L'idée de cette conférence, c'était quand même de montrer qu'il y avait des progrès, bien évidemment, de fait. C'était de réunir aussi les acteurs, voilà, et de faire un constat relativement partagé sur la situation. On trouve des emplois qui sont souvent moins qualifiés, bien évidemment. Alors ça, donc on va le retrouver plutôt, ici, prenez par exemple les cadres, voilà, c'est les non-natifs qui sont cadres, donc, ou éventuellement des zones natifs, mais on voit voilà, qu'elle contribue 2%, 3%. D'accord ? Alors qu'il faut des modèles, quand on veut développer comme ça, développer la formation, l'emploi, il faut des modèles. Il y a quelques modèles, mais c'est encore relativement peu développé. Il faut voir aussi que les Kanaks sont souvent, et surtout les Kanaks des îles Loyauté, vont dans la fonction publique, parce qu'il y a moins de discrimination, il y a le concours, il y a aussi d'autres formes d'accès, d'accord ? Il y a vraiment du réseau qui joue, ils vont davantage donc, dans la fonction publique. Donc là, il y a aussi cet effet-là. C'est plus difficile, il y a l'effet des chiffres, c'est-à-dire qu'on annonce des difficultés. Eux-mêmes sont confrontés à des difficultés dans beaucoup d'entreprises privées, et ils accèdent. Alors, les entreprises, quand même, privilégient l'emploi local, il faut bien le voir. Pourquoi ? Parce qu'un métro, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait qu'à un moment, il rentrera, alors que lorsqu'on peut développer l'emploi local, c'est mieux, d'accord ? C'est ça, toutes les entreprises sont d'accord, tous les employeurs le disent, il faut développer l'emploi local, c'est une opportunité pour nous, au contraire, cette loi sur l'emploi local, on doit la respecter et se l'approprier. Voilà, donc les actifs Kanak, encore souvent des emplois précaires. Alors, attention, il y a de l'emploi précaire, mais c'est aussi une forme d'emploi qu'ils apprécient, d'accord, qui correspond à leur mode de vie aussi. Attention à notre regard sur ces chiffres-là. C'est-à-dire que c'est choisi, comme on dit souvent, c'est choisi. Alors, je ne sais pas s'ils choisissent, parce qu'il faut bien voir aussi que le travail ne fait pas partie de leur culture. Ils travaillent pour des besoins de sécurité, ils travaillent mais ils ne travaillent pas pour forcément des besoins d'accomplissement, parce qu'on ne s'accomplit pas par le travail, on s'accomplit dans la tribu, avec les coutumes. Donc les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Et ça correspond à l'intérim. J'ai beaucoup parlé avec Deco qui est là-bas, Manpower, tous ces des grands groupes qui sont très présents là-bas. Et ils disent bien, voilà, ça correspond. Parce qu'ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils ont suffisamment pour vivre, ils arrêtent de travailler, et quand ils ont besoin de travailler, ils reviennent. Ils reviennent sur Nouméa, ils vont vivre dans un squat, parce qu'il y a énormément de squats qui sont, entre guillemets, légalisés. On y fait même des routes dans des squats, donc vous voyez que... et après, ils repartent, et ainsi de suite. C'est comme je parlais pour le bâtiment. On les appelle, ils viennent, travaillent, après ils ont gagné de l'argent, ils repartent, après on va les reformer, et voilà. Donc, vous voyez, le chômage, c'est difficile de le calculer dans ces conditions-là, parce qu'après, ils ne vont pas pointer lorsqu'ils sont revenus en tribu. Ils vont s'adonner à la pêche, ils vont pêcher, ils vont chasser. Voilà. Donc, répartition dans la fonction publique. Donc, on voit que les Kanaks augmentent, vous voyez, alors que les non-Kanaks, il y a une tendance. Pourquoi ? Alors, il y a la loi sur l'emploi local que j'ai dit de 2010 qui donne une préférence donc à l'embauche à compétences égales donc de Kanaks. Donc pas de Kanak, excusez-moi, je dis tout. C'est plutôt en fonction donc, de la durée de résidence, plutôt sur le territoire. Elle s'applique dans la fonction publique sans loi depuis longtemps. Donc la loi de 2010 s'applique uniquement au privé, mais depuis longtemps, la fonction publique, on embauche en fonction de la durée de résidence. Et ce n'est pas systématique, mais la DRH de la ville de Nouméa, c'était une métro.
directeur de l'OPT, c'était l'OPT qui est l'Office des communications, c'était un métro. Alors il a fait une grosse grève, il y a eu une grosse grève hein, quand il est arrivé. Il n'est pas parti. Par contre, on a nommé un directeur adjoint qui est une caldoche résidente calédonienne. D'accord. Et ça, c'est assez fréquent. Hein, voilà. Donc ça, le fait d'embaucher un métro, ça génère très souvent des grèves. Hein, on parlera tout à l'heure de conflictualité. Alors, difficulté de recrutement des entreprises. Alors, vous voyez ce qu'elles disent, hein, ce qu'elles déclarent. Le manque de qualification du vivier, vivier inexistant, manque de motivation. Hein, ça, c'est vrai. Il y en a qui sont un peu communicants. Donc quand ils arrivent, le pantalon baissé, les mains, ils regardent leurs chaussures, c'est sûr que le manque de motivation, il est évident. Difficulté, le savoir-être, hein, ça c'est difficulté, compétences sociales. Hein, c'est pas moi c'est l'ISEE, hein, là c'est l'IDCNC hein, qui fait ses enquêtes auprès des employeurs. Difficulté, facteur externe aux candidats. C'est plutôt difficulté familiale, hein, ils veulent dire, ou coutumière. Prétention salariale élevée, alors c'est peut-être pas pour les mêmes, hein, personnes, et faible attractivité du poste hein, également. Mais manque de qualification, il est évident, avec toute cette difficulté, parce qu'il y a des gros moyens qui sont mis en place, hein, mais avec, encore une fois, un système scolaire qui est extrêmement, voilà, je ne sais pas si on peut dire défaillant, en tout cas qui génère du décrochage. Donc voilà, on trouve en 2015. Alors après, ils suivent, hein, ils essayent de faire des évolutions. Vous voyez les domaines, là on est les domaines les plus impactés par les difficultés de recrutement, mais regardez les chiffres. Hein, alors là on est sur les provinces des îles, hein, c'est normal. Si on regarde sur Nouméa, hein, on voit voilà, 267, vous voyez c'est des dizaines, hein, on est sur des tout petits effectifs. Donc après le risque de se tromper il est aussi extrêmement important. Hein. Là-bas on dit bah, l'IDCNC, ok, ils font un beau travail, ils font des enquêtes, mais si on suit les chiffres, on a plus de chances de se tromper que si on ne les suit pas. C'est les employeurs qui le disent. Donc, c'est quand même assez peu valorisant pour le travail qui est fait. Je ne sais pas si c'est du mépris ou une vérité, mais voilà, toujours, si on regarde la province sud. Alors, les services à la personne se développent un petit peu. Hein, services à la personne. Il y a peu. Alors, c'est une source d'emploi, je pense, hein, mais qui est encore assez peu développée parce que il y a les premières retraites, les maisons de retraite, pardon, les EHPAD, qui sont arrivées il y a 4 ans. Parce qu'avant, comment ça se passait bah, vous pouviez prendre chez vous une personne âgée et vous touchiez de l'argent de la CAFAD. D'accord. Donc il y avait, voilà. Hein, alors je ne parle pas des Cana Contribue, hein, qui eux gardent leurs personnes âgées, mais sur Nouméa, il n'y en avait pas pas de structure, ouais, pas d'EHPAD. C'était voilà, à la bonne franquette, on pouvait héberger donc une personne. Donc là, ça s'est professionnalisé aussi, d'accord, avec des formations, hein, d'aides-soignantes, de services à la personne, support à l'entreprise, commerce toujours, qui est important, le BTP également, voilà. Alors, on va parler un peu des relations sociales. Hein, autre point, formation, emploi, relations sociales, et ça va terminer rapidement sur la GRH. Alors là, c'est les photos, hein, j'ai pris tous les photos, c'est moi qui les ai prises. Là, c'était le gros conflit, alors on le trouve, hein, si vous allez sur Wikipédia, ils en parlent, ou ailleurs, c'était le gros conflit des rouleurs en août 2015, hein, parce que le gouvernement avait décidé de stopper l'exportation de minerais à faible valeur hein, vers la Chine. D'accord. Donc la Chine a des besoins, et on leur exporte des minerais à faible valeur, et on ne gagne pas grand-chose, hein, le gouvernement. Et il avait voulu stopper, parce que tous les pays, en fin de compte, avant exportaient la terre, on exportait de la terre, et aujourd'hui, bah, ça n'a rien exporté. Hein. La Philippine, les premiers, ont décidé de fabriquer sur place pour créer de l'emploi. D'accord. Donc aujourd'hui, le gouvernement veut hein, exporter le moins possible, surtout de minerais à faible valeur. Et alors là, ils se sont tous mis. Hein, il y avait Goliath. Hein, alors Goliath, c'était le fameux camion qui avait été utilisé pendant les événements. Donc là, il y avait Goliath qui était ressorti. Et des barrages. Donc pendant une quinzaine de jours, je crois, il y a eu des barrages. On ne pouvait plus sortir de Nouméa. C'était impossible. Était pris un peu en otage. C'était dommage, c'est la période des baleines, on n'a pas pu aller voir les baleines. Dans le sud de Nouméa, on a tenté le coup à 4 h du matin, mais c'était fermé et c'était impossible. Là, vous avez juste devant le gouvernement. Et le gouvernement ici, hein, je ne sais pas si ça arriverait de mettre un camion comme ça, un camion de mine, devant l'Élysée, je ne pense pas que ça se ferait. Mais là, il sait faire, hein, le gouvernement du bon, allez. Donc toutes les nuits, ça klaxonnait.
Ouais, non, 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 où ils sont en train de boire un verre avec... Non, non, laissez faire, que voulez-vous. Il y a cette peur aussi de monter en escalade. Et... Voilà. Alors justement, quand on parle, il y a des syndicats qui sont extrêmement forts. Donc vous avez des syndicats, vous avez des organisations patronales, MEDEF, CGPME, UPA. Donc pendant des années, c'est... Alors, comment ça se passe un conflit? C'est la bâche bleue. Ils appellent ça la bâche bleue. Quand ils arrivent avec des pick-up, ils se mettent en travers devant l'usine. Des fois, il n'y a pas de conflit, c'est pour le rapport de force, montrer qu'ils sont forts, qu'ils peuvent fermer. Ou des fois, ça arrive s'il y a un petit conflit à l'égard d'un salarié. Voilà, il décide de fermer l'usine. Veolia, par exemple, n'y est plus. Veolia, là-bas, assurait donc le transport. L'entreprise a été fermée pendant 1 an et demi et Veolia est partie de Nouvelle-Calédonie. Non, c'était le transport de personnes. Ouais. Ils faisaient tout le transport sur la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ça a été repris, ça fonctionne bien, ils ont apaisé les relations, mais c'est passé. Les conflits collectifs, quelques chiffres sur les conflits qu'on retrouve sur les chiffres de la DTE, Direction du Travail et de l'Emploi. Donc ils ont des chiffres, ça vous pourrez trouver sur Internet. Là, je vous ai mis quelques tableaux. Donc il n'y a pas des conflits, vous voyez là, bon, ça baisse. En 2013, c'est une bonne année, 21. Alors là, j'ai pris ce tableau-là, 2013, parce que c'est ce que j'utilise en cours, en fait, des données. Et c'est là qu'on voit plus l'évolution. Donc depuis 2006, on voit cette évolution sur moins de 10 ans, mais c'est intéressant. Donc le nombre de salariés concernés, ça va. Mais vous voyez, un petit peu... voilà. Alors c'est très variable en fonction des années, mais on voit quand même une forte baisse, une tendance. Le nombre de grévistes a tendance plutôt à... Voilà. Bon, c'est très très variable. Très très variable. Je suis sûr que si on montre ça à quelqu'un qui a vécu toutes les années, qui fait un effet de se remémorer un peu les conflits, il aura du mal, je pense. Je pense à analyser ce tableau. Donc moi, je suis assez... interrogatif sur ces statistiques-là, si on minimise pas ou pas. Alors ici on voit les semestres. J'ai l'impression qu'il y a une augmentation un petit peu des conflits. En 2016, on voit, un peu tendu. Alors, vous avez des conflits, vous avez des accords de fin de conflit. Ce qu'on ne trouve pas en France. En France, métropole, il y a un conflit. Alors, il peut y avoir des accords de fin de conflit. Mais là-bas, la spécificité, c'est que la DTE, Direction du Travail, peut intervenir pour faire de la médiation. Il y a des inspecteurs qui sont des inspecteurs métropolitains, qui sont en délégation là-bas, et qui sont spécialisés dans la médiation. Et ils signent des accords de médiation, et ainsi de suite. Ils enregistrent aussi auprès de la DTE tous les carnets de revendications. Donc il y a vraiment un suivi du conflit. Parce qu'il y a une telle culture qu'on cherche à essayer de comprendre, à intervenir aussi pour favoriser le dialogue. Je parlais tout à l'heure du conseil au dialogue social qui, lui aussi, a été vraiment un bien fou. Quand il y avait des colloques, ils étaient souvent reçus et montraient tout l'intérêt de pouvoir discuter, mais ça n'empêche pas les conflits après. Vous avez des syndicalistes qui sont difficiles à maîtriser quand même. C'est des syndicats très très forts. Voilà. Donc vous avez la répartition des conflits par syndicat. Donc là, on voit quand même, c'est FO, qui est un des leaders là-bas. Mais quand même, l'USUIN, qui est les STKE, ils font relativement peur aussi aux entreprises. Voilà. Alors le thème, ce qui ressort le plus, là, vous voyez, c'est des tout petits chiffres, mais c'est les salaires, d'accord ? Le thème, souvent, c'est les salaires. C'est défense des droits individuels, santé, sécurité au travail, l'emploi, la durée. C'est les salaires et souvent un sentiment, un ressenti d'injustice parce qu'on a embauché un métro, par exemple. D'accord ? Et que donc, non, il y avait quelqu'un qui aurait pu occuper le poste. Alors, qui aurait pu occuper le poste ? Éventuellement le syndicaliste, parce qu'après, c'est pas non plus... Voilà, donc, et ça pose parce que pendant longtemps, moi j'ai travaillé là-bas, j'ai fait une étude, je continue à travailler avec des personnes là-bas, chez Géant. Et avant, la promotion se faisait par le syndicat. Là, on recherchait la paix sociale. C'est moins vrai depuis 5-6 ans, où les entreprises ont défini des règles, ont moins peur, d'accord ?
Ils ont réussi aussi à éviter des gros conflits, mais c'est évident que vous fermez, pas au mois de Noël, l'hypermarché pendant une semaine, ça arrivé il y a 2 ans, c'est sûr que ça impacte fortement donc, le chiffre d'affaires, donc on a plutôt tendance à s'entendre avec les syndicats. Donc, pendant longtemps, et ce qui génère aussi une incompétence dans les entreprises, forcément. Quand vous embauchez des gens qui ne sont pas formés, qui y sont arrivés du fait de leur influence et de leur position syndicale, voilà. Et très souvent, voilà, ça se négocie. Les syndicats arrivent chez le DRH et le DRH ils leur disent voilà, telle personne, il faut le trouver, l'ami, et donc la promotion se fait, c'est une promotion syndicale par la voie syndicale. Donc toujours les salaires et les primes. Voilà, ils ne voient pas tellement plus loin, c'est les salaires et les primes, la revendication. Alors, la vie est chère, mais il y aura peut-être d'autres points ou d'autres thèmes à aborder ou à défendre. Alors ici, vous avez quelques participations de jours. Donc c'est quand même des chiffres relativement importants. Le nombre moyen donc, de jours d'interruption. Bon. Moi, je suis perplexe sur ces chiffres. Relativement perplexe quand même. Bon, sur les chiffres de la DTE. Donc la conflictualité, c'est plutôt dans les plus grandes entreprises, qui sont quand même moins représentées au niveau de la Calédonie, mais on voit un peu plus de conflits. Avec des règlements amiables, avec justement, vous voyez, des actions de prévention, l'intervention sur conflit, prédominance d'actions. Donc là, on va retrouver en vert les actions de prévention, c'est-à-dire des demandes de conciliation pour résoudre donc, les conflits. Donc c'est l'inspecteur qui met les acteurs autour de la table. Alors, la faute n'est pas qu'aux syndicats, c'est aussi bien évidemment aux employeurs qui sont relativement peu formés là-bas. C'est des autodidactes qui n'ont pas de formation. Ils ont une culture, moi j'appelle ça entrepreneuriale et non managériale. Voilà, donc, et c'est difficile. Et même dans les grands groupes, ils ont du mal à recruter des gens performants, des dirigeants relativement. Voilà, on retrouve la même chose. Là, vous voyez, bon, c'est pas un piquet de grève, c'est gentil là. Mais on retrouve les drapeaux et les couleurs kanak sur les drapeaux de l'USTKE là. Alors vous avez d'autres formes de conflictualité, c'est ce qu'on dit souvent en métropole, en tout cas moi qui étudie le management et la gestion des ressources humaines. Il y a les conflits qui sont relativement peu importants, on va dire, en métropole, qui sont nombreux, on voit en Nouvelle-Calédonie, et qui empêchent le développement des entreprises, ça c'est évident. Mais il y a d'autres formes qui est l'absentéisme, le turnover et les accidents de travail. Là, je ne veux pas vous abreuver à nouveau de chiffres, mais l'absentéisme est extrêmement important. On dit que le lundi matin, il faut à peu près le double de salariés pour pouvoir fonctionner, parce que vous avez à peu près la moitié des salariés qui sont absents. Le turnover, vous allez voir tout à l'heure, il est aussi extrêmement important, le turnover. Les accidents de travail et les conditions de travail, j'en parle pas. Sur les chantiers, régulièrement, vous voyez des salariés en claquette. Vous voyez, donc, en train de manier des outils, ou de couler du béton, ou de faire des dalles. Alors on a organisé, 5 minutes j'essaye, organisé un colloque, c'était en mai 2016, on a organisé un colloque sur la gestion des ressources humaines. Alors avant le colloque des collègues sur le rééquilibrage, c'était un petit peu avant. Voilà, il y avait 3 événements, parce qu'après il y avait la NDRH, l'Association nationale des DRH, qui avait organisé aussi son colloque, il m'avait invité, donc c'était intéressant. Moi, l'idée, ce qu'on voulait, c'était quelle place la fonction RH occupe-t-elle dans les entreprises de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on parle beaucoup, mais le rôle d'un chercheur, c'est quand même d'accéder à des données, c'est créer de la connaissance, donc sur un peu les pratiques de GRH. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il faut qu'on aille observer avec des méthodes. Alors, on est sciences molles, mais des méthodes un peu scientifiques, avec des entretiens, alors c'était principalement des entretiens auprès d'experts, auprès de DRH, et à faire des analyses de contenu pour exploiter tout cela. Alors, sous quelle forme? Quels sont les enjeux aussi, ressources humaines dans l'entreprise? Donc on a fait des entretiens. Bon, ce qui ressort de ces entretiens et des experts, c'est tout d'abord la difficulté, je vais synthétiser rapidement, ces difficultés à définir les besoins.
les entreprises ne savent pas définir leurs besoins, combien ils ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas de visibilité hein, sur l'avenir, hein, ils n'ont pas de vision à long terme. Bon. Ensuite, ils ont du mal à définir le poste. Vous savez, la fameuse fiche de fonction, fiche emploi ou fiche de poste, ils ne savent pas la définir. D'accord? Parce que souvent, ils sont autodidactes, ils n'ont pas non plus de DRH, hein, sans entreprise de plus de 100 salariés. Donc, des DRH, on doit en avoir une soixantaine en Nouvelle-Calédonie. Donc, ils n'ont pas, les connaissances hein, pour identifier quelles sont les offres d'emploi. Alors, il y a des services hein, de l'emploi qui peuvent effectivement les aider. Voilà, elles ne sont pas structurées pour pouvoir anticiper, hein, elles n'ont pas l'anticipation, elles ne savent pas ce que c'est. Elles recourent à des sureffectifs pour faire face aux grèves, hein, quand ce n'est pas même à des partenaires ou à des prestataires. Hein. Par exemple, tous les hôtels, ça fait moche quand même quand dans un hôtel, vous avez des Australiens, des Japonais, hein, qui quand même aiment bien venir passer leurs vacances en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de Japonais dans les grands hôtels, et que on ne fait plus le ménage pendant une semaine. Bon, ça fait désordre. Donc, alors, ils recourent à des prestataires. Hein. Là, justement, la directrice formation au sein du MEDEF a là une société de conciergerie. Et elle a à peu près 20% des effectifs de chaque hôtel, hein, donc elle détache à peu près dans les hôtels à peu près 20% des effectifs. Donc, ils recourent à elle et elle peut en mettre plus s'il y a des grèves. Vous voyez, on recourt justement à des prestataires en cas de grève hein, pour pouvoir recourir donc à du personnel. Donc ça, c'est assez relativement fréquent, ou avec des sociétés d'intérim, ce qui est plus ou moins interdit, ce qui est interdit en France, hein, parce que c'est casser des grèves. Mais bon, pour le bon fonctionnement quand même des établissements, ils recourent à ça. Et la concurrence de la fonction publique. Hein, ils me disent là-bas, on préfère aller travailler à la clim. Travailler à la clim, c'est travailler dans la fonction publique. Hein, c'est un travail de bureau. Ça, il y a une concurrence très très forte. La DRH de Nouméa qui ne comprenait pas quand j'ai affiché ces résultats, quand j'annonçais ça, je disais, elle dit, on a du mal à recruter, Je dis, mais allez voir, les plus petites entreprises, hein, elles ont encore plus de mal hein, que vous à recruter dans à peu près sur de nombreux métiers. Donc on a gestion des effectifs et on a beaucoup de départs. Alors déjà on a du mal à recruter, mais en plus on ne garde pas ses salariés. Hein. S'il y a une forte demande de la concurrence, ils partent. Les salariés ne sont pas du tout fidèles. Hein. Il y a des salariés qui disent, moi des patrons me disaient, j'arrive à identifier dans mon magasin s'il y a quelqu'un qui vient débaucher mon salarié. Et je surveille ça. Et j'interviens à ce moment-là. J'arrive à les reconnaître aujourd'hui. On va débaucher les bons salariés dans les magasins. Il y a tellement peu parce qu'il y a peu de formation. Par conséquent, lorsqu'on a des gens qui sont bien, on essaye de les garder, mais la concurrence fait qu'on essaye de les attirer. Annoncer les évolutions fait peur aux syndicats. L'entreprise ne mesure pas le coût d'un salarié qui part. Ça, ils ne savent pas trop ce que ça... Mais il y a un impact important psychologique chez l'employeur, parce que c'est l'employeur qui le forme. Hein. Comme il y a relativement peu de formation, il le forme, et tout ce temps consacré à la formation, c'est du temps perdu, c'est du temps qu'il aurait pu passer à développer des projets ou à faire autre chose. Et donc ça, il y a un impact très très fort, hein, psychologique fort. C'est pour ça qu'ils souhaiteraient mettre là le MEDEF, ils voudraient mettre une clause de dédit-formation, c'est-à-dire que lorsqu'on paye une formation à quelqu'un, ils doivent rester 2-3 ans dans l'entreprise, quitte, s'il part, à payer la formation. D'accord? Mais ça, je pense pas que ça passe, mais c'est un de leurs projets. Et après, il y a aussi, alors, on voit bien qu'il y a une gestion des effectifs et pas de gestion des compétences. Ce qu'on montrait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué à recruter, à retenir ces personnes, qu'on consacre tout son temps à gérer les compétences, à gérer les effectifs et non les compétences. Et il y a un effet de ciseau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment peu d'entrées et beaucoup de départs. Donc c'est très difficile toujours à recruter. Hein. Alors après, vous dire, il pourrait recruter des métros, mais le problème du métro, c'est que aussi, lui, il part aussi, d'accord? Et que c'est coûteux aussi de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Hein, prenez par exemple les auto-écoles, il n'y a pas de formation là-bas. Donc l'auto-école, étant donné qu'il doit avoir 2 mois, je crois, avant de travailler, donc il faut l'embaucher 2 mois avant, il faut le coût de transport et autres, c'est très très coûteux aussi pour les entreprises. Il y a aussi cette loi sur l'emploi local, mais qui concerne que les emplois... dont les compétences non disponibles. Donc culture, identité. Voilà, les modes de management n'évoluent pas pour autant.
Hein, une difficulté aussi à élever la valeur travail. Hein, il y a une vision aussi mélanisienne du travail qui fait que ils quittent eux-mêmes. Hein, ils peuvent arrêter le travail lorsque ils ont suffisamment de moyens, de revenus pour subvenir donc à leurs besoins, ou financer un mariage. Hein, c'est que ça. Hein, certains me disent voilà, ils travaillent 3 mois, ils financent le mariage et après ils ont suffisamment d'argent pour partir. Voilà, quelques chiffres également toujours sur l'enquête. Hein, c'est concernant plus particulièrement la formation, le manque de compétences de haut niveau, qu'il n'y a pas de formation adaptée sur le terrain. Et très vite, on voit qu'il y a une relation formation-territoire qui est importante. Ce qui m'a amené aussi après à travailler davantage sur une GPEC territoriale pour essayer de comprendre comment les acteurs pouvaient s'unir sur un petit territoire où tout le monde se connaît pour travailler ensemble et avoir une politique globale. Mais on se rend compte que sur les petits territoires insulaires, et ça il y a des écrits, au contraire, la proximité ne crée pas. La communication peut créer au contraire des clivages. Ce qui empêche les entreprises à discuter, à travailler ensemble. Ça se fait sur certains métiers, dans le BTP, mais encore, c'est relativement difficile, alors que ça serait indispensable d'avoir une mise en commun à la fois des projets, des perspectives d'emploi, plutôt que l'IDC qui a des statistiques, comme je disais, qui sont reconnues comme plutôt fausses. On dit souvent qu'il faudrait plutôt collecter les informations par la bande. C'est-à-dire que les patrons qui se connaissent tous là-bas, qui font partie du pouvoir, puissent consolider un peu les perspectives à la fois, les données sur les perspectives, sur les besoins d'emploi, et après mettre en place des moyens de formation. Mais ce n'est pas fait. Parce que chacun, c'est chasse gardée, chacun a ses propres stratégies. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté sur ce type de territoire qu'on retrouve ailleurs. Voilà, les patrons. Alors après, les patrons ne veulent pas non plus forcément former, parce que s'ils forment, les gens vont partir. Les entreprises ne voient pas toujours l'intérêt de former, toujours pour la même raison, donc le turnover. Bon, après, quelques outils, tels que l'évaluation, qui ne sont pas forcément réalisés. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une GEC, ou gestion des emplois et des compétences, principalement lorsqu'il y a des conflits. Où là, on se dit, tiens, il faut se mettre autour de la table, il faut commencer à construire des choses. Mais sinon, quand ça va bien, on laisse les choses se faire. Donc il y a une gestion des compétences par nécessité, sous la contrainte des syndicats. Management. Il y a un management qui est vraiment centré sur le présent, ont une vision court-termiste. Voilà. Et aussi une faiblesse du management intermédiaire. Tous le disent, c'est une grosse difficulté. C'est de ne pas avoir de management intermédiaire. Pour une raison simple, c'est que le management, comme je l'ai expliqué, souvent l'accès c'est fait par le syndicat, et que c'est des gens qui ont énormément, qui n'ont pas les compétences tout simplement, de managers, et qui ne jouent pas leur rôle. Alors, ça arrive de le garder, parce que surtout, il ne faut pas le bouger, on va le garder, sinon, parce qu'il y a une pression syndicale, et de mettre quelqu'un d'autre. Donc, on met des doublons, c'est très fréquent, mais des doublons pour essayer de gérer, mais avec un coût énorme. Donc, ce qu'on constate, vous voyez, la fonction RH, c'est que même lorsque l'entreprise grossit, la gestion de l'homme reste la même. Que les RH, et ça, ce que tout le monde me le disait, ne sont pas des vrais RH. C'est-à-dire que souvent le RH, on peut le supprimer. J'ai vu dans Air Calin, par exemple, Air Calédonie, le patron était pas en accord avec son DRH, il l'a viré le jour au lendemain. Et pendant 6 mois, pourtant c'était d'aviation quand même, ou des exigences de formation, de recrutement et autres, il n'y a pas eu de DRH. D'accord ? On peut, voilà, c'est optionnel un petit peu. On peut s'en passer. C'est quand même relativement inquiétant. Souvent, le DRH, moi je l'ai vu dans une grosse entreprise qui s'appelle Caltrac, qui fournit tout le matériel Caterpillar et tout ça aux sociétés de mines. La DRH me disait, j'ai pas la possibilité j'organise pas le dialogue social. D'accord ? Dans mes missions, j'ai pas le dialogue social. Pas avoir le dialogue social, ça enlève beaucoup de responsabilités, de pouvoir dans une entreprise. Donc pas de pouvoir de négociation.
D'accord. Et lorsqu'il n'y a pas de DRH, bah, le patron, hein, il est multitâche et il a du mal à consacrer du temps et avoir une gestion organisée. Voilà. Et effectivement, ce qu'on voit bien, cette relation, cette difficulté aussi de mener une GRH sur le territoire. Hein. Cette gestion territoriale, vous voyez, hein, on a un manque d'outils pour identifier les compétences, parce que c'est un petit territoire aussi. Hein, c'est très difficile, on le voit bien. Alors, on arrive ici, parce qu'on a des outils un peu plus perfectionnés, c'est au niveau des bassins d'emploi, on arrive quand même à définir hein, quels sont des besoins, mais là, c'est très très difficile. Comment les entreprises partagent hein, leurs bonnes pratiques, et ça, c'est une difficulté aussi. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans les outils de GPEC territorial, les entreprises doivent échanger sur leurs bonnes pratiques hein, en matière de formation, et ça se fait peu. Même s'il y a des clusters. Hein, je ne sais pas si vous en entendez parler. Ici, on a des clusters. Il y avait une conférence récemment sur le cluster mère, par exemple. Hein. Donc ça, les clusters, c'est des grappes d'entreprises. C'est des entreprises qui participent à une même activité, qui se réunissent pour partager des moyens. D'accord ? Et donc, il y a eu des clusters qui ont été mis en place parce qu'il y avait une aide de Cluster France. D'accord ? Et lorsque l'aide, alors ils financent principalement des animateurs de clusters. D'accord ? Donc, justement, ils ont un rôle d'identification des besoins hein, du cluster. Et ensuite, ils mettent en place... ils essayent de développer, chercher des subventions ou de financement commun, et ainsi de suite. On trouve, par exemple, beaucoup dans le domaine de l'assainissement. Hein. Là-bas, il n'y a pas tout à l'égout, donc on a des sociétés qui viennent vider les cuves. Alors, ils ne jettent pas à la mer. Hein. Maintenant, alors moi, je les ai vus. Bon. Il y a des pratiques qui ne sont pas très écologiques, mais ils ont construit, donc il y a une réglementation qui s'est développée, une réglementation qui impose aujourd'hui la construction de cuves, le retraitement, ainsi de suite. Et ils ne peuvent pas le faire tout seuls, donc ils mettent en moyen, ils mettent en commun, voilà, ils fabriquent et après donc, ils utilisent ces moyens qui sont communs. L'attractivité de la fonction publique, on l'a dit, le manque de compétences de haut niveau, hein, des freins psychologiques de garde de l'emploi, le recours à la sous-traitance et le patenté. Alors là, le recours au patenté, c'est quoi ? La patente, en fin de compte, c'est un peu comme l'auto-employeur. Là-bas, vous pouvez être électricien. En France, en métropole, pour être électricien, il faut un diplôme. D'accord ? Là, vous pouvez arriver, vous pouvez être électricien sans diplôme. Par contre, il faut payer une patente, c'est-à-dire une cotisation, si vous voulez. Hein, d'accord ? Payer une patente. Et ça rapporte énormément d'argent. Et donc, ce système qui, en fin de compte, c'est du détournement d'emploi, d'accord, hein, rapporte à l'État, ça résout aussi les problèmes d'emploi des entreprises, et donc c'est très très développé, et ça ils le défendent. Lorsqu'on a fait le colloque, à la fin, la chargée au gouvernement, entre ministres on pourrait dire, est venue et dit mais c'était bien le colloque sur l'emploi, j'ai appris plein de choses, mais par contre, vous auriez pu parler des patentés. Mais les patentés, c'est des auto-entrepreneurs. Quand on parle d'emploi, on n'a pas parlé de patentés. D'accord ? Mais c'est tellement ancré dans les habitudes, parce que les employeurs disent, moi, le patenté, il vient au boulot. Hein. D'accord ? Parce qu'il paye. Donc, vous avez des entreprises qui fonctionnent qu'avec des patentés. Et là, patenté, on regarde. Alors, on ne regarde pas quelle est sa durée d'emploi, si vous voulez, de résidence sur le territoire. Vous, dans le métro, vous voulez aller en Nouvelle-Calédonie, votre secteur, il faut, par exemple, regarder le tableau. Il y a des tableaux, la loi locale prévoit des tableaux. Je ne sais pas, moi, pour être coiffeur, et encore, parce qu'il n'y a pas de... Je crois il faut peut-être 6 mois, ou une coiffeuse, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des emplois où vous voulez être serveur. Serveur là, ou secrétaire. Alors là, c'est le pire. Il vous faut 10 ans, par exemple, pour être secrétaire. Hein, 10 ans sur le territoire. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une patente, payez un droit, et après, il va vous embaucher, vous lui envoyez une facture. Donc on peut détourner la loi sur l'emploi local avec ce système de patente. Et ça rapporte à l'État. Alors là, quand on leur en parle, il faudrait un peu réglementer. Non, surtout pas. Voilà. Et je termine avec un petit peu les synthèses des entreprises. Voilà, ce qu'on a fait à partir d'une analyse lexicographique, c'est qu'avec tous nos entretiens auprès de DRH, on a pu dégager des profils d'entreprises. Et on retrouve une fonction RH structurée dans les grandes entreprises. On va dire, allez, ces grandes entreprises du secteur du nickel,
où là, hein, on a des professionnels, souvent des Canadiens, voilà, ou beaucoup de Canadiens dans le secteur des mines, hein, secteur des mines, où, vous voyez, la recherche d'une performance sociale et opérationnelle globale. Il faut assurer une certaine paix sociale qui coûte relativement cher, hein, mais il faut la maintenir pour assurer la performance. On a une petite entreprise avec un rôle central du dirigeant du dirigeant relativement peu formé, hein, qui a du mal à gérer donc son personnel, et des PME, hein, avec, alors souvent des PME qui ont les mêmes enjeux, c'est-à-dire recruter, avoir du personnel formé, mais des pratiques relativement différentes, hein. Moi j'ai vu des PME dans le secteur très innovant, qui était dans le domaine de la pharmacie, de la maintenance de matériel pour les hôpitaux, par exemple, hein, même de la radiologie, de la radiologie là-bas, et il n'y avait pas de DRH. Alors que... ils s'unissaient, hein, véritablement. Alors, ils recouraient énormément à des prestataires qui venaient faire les opérations. Voilà, ils avaient un minimum de salariés, mais pas de DRH dans les entreprises de 150 salariés. Hein, donc, ça pose un certain nombre de questions. Donc, ils perçoivent bien les enjeux, hein, nécessité effectivement de gérer aussi les compétences aujourd'hui, compte tenu donc la difficulté donc, de les trouver, de les fidéliser, mais avec des pratiques, hein, qui sont relativement inégales et pas toujours très rationnelles. Voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, j'aurai plaisir à y répondre.